What was she? Daji Pumbu is seen as she heard it. Then she to watch it near you. Pumbu crime, I think it's cheating. What I think moving after the time. I think moving after the town in the quick example, the temple, Et en réalité, l'objet appréhendé par l'ignorance n'existe pas, c'est-à-dire qu'un je qui, existant là où se trouvent les agrégats, donc qui existant parmi les agrégats, serait indépendant des agrégats, serait totalement autonome, un je qui également donc pourrait être trouvé, pourrait être pointé du doigt, donc trouvé, donc un tel je n'existe pas. Et pour prendre donc l'exemple de Longinamgyel, donc en fait Longinamgyel n'est qu'une imputation, une désignation, une dénomination sur la base d'imputation, et donc sur cette base d'imputation que sont les agrégats, les 5 agrégats. C'est donc une simple désignation effectuée donc en dépendance des 5 agrégats, sur la base donc des 5 agrégats, mais si à l'intérieur donc de ces 5 agrégats nous recherchons ce qui peut être pointé du doigt, ce qui peut être désigné comme étant donc Longinamgyel, donc il n'y a rien que l'on puisse trouver. Or, le je qui est appréhendé par l'ignorance est un je qui nous semble donc existant, car lorsque nous pensons donc je, et ce je donc qui est l'objet de l'ignorance, nous avons bien donc le sentiment que ce je peut être trouvé quelque part, et donc nous avons l'impression que donc si nous le cherchons, nous pouvons donc trouver ce je. Or, l'objet de l'ignorance est un je que l'on peut trouver, et donc comme en réalité donc ce je ne peut pas être trouvé parce qu'il n'est donc une désignation, nous voyons donc en fait que cet objet saisi par l'ignorance en fait donc n'existe pas. Donc, nous pouvons comprendre que donc lorsque nous examinons ce je saisi par l'ignorance, il ne nous apparaît pas aussi séparé des agrégats que le sont l'un de l'autre, par exemple la cloche et le vajra, mais qu'il nous semble donc toutefois avoir
exister au même endroit. La preuve en est que si par exemple nous faisons abstraction donc de notre corps, que nous imaginons l'absence donc de notre corps, à ce moment-là, le je, il nous devient totalement impossible de concevoir le je si l'on envisage donc l'absence d'existence de ce corps. Et donc, nous pouvons voir également que Titos Chamochi, quand Donc, nous avons vu tout à l'heure que l'objet le plus grossier donc de l'ignorance était donc le corps, mais que lorsque on allait donc un peu plus profond donc dans l'analyse de l'objet de l'ignorance, on s'apercevait donc que l'objet de l'ignorance était donc plus subtil, et donc cela s'explique par le fait que lorsque nous disons par exemple mon corps, ma tête, etc., ou donc mes bras, mes jambes, etc., à ce moment-là, nous considérons le je comme étant quelque chose de différent du corps, et donc quelque chose dont le corps est en fait comme l'objet, ou quelque chose donc qui comme possède donc le corps, qui est comme un dont le corps est un attribut. Et donc ceci nous montre que le fait de saisir le corps comme le je n'est que l'objet grossier de l'ignorance, et qu'il existe donc une autre manière plus subtile donc dont l'ignorance saisit le je. Et donc, lorsque nous arrivons à comprendre que l'objet saisi par l'ignorance n'existe pas, que nous arrivons donc à voir le vide, l'absence de cet objet saisi par l'ignorance, à ce moment-là, donc, nous voyons la vacuité. Et donc, tant que donc
tant que nous ne sommes pas conscients des erreurs de l'ignorance, donc nous considérons que les objets qu'elle appréhende existent véritablement, qu'ils existent bien, donc tels que l'ignorance les appréhende, et nous nous fions complètement donc à la manière dont nous appréhendons les objets de l'ignorance. Mais donc lorsque nous procédons donc à cette analyse et que nous arrivons donc à voir que en fait les objets appréhendés par l'ignorance n'existent pas et que ainsi donc nous sommes abusés, trompés par l'ignorance, à ce moment-là, c'est un peu comme si nous avions comme si nous avions trouvé un voleur, nous avions comme trouvé le coupable d'un méfait et que nous le mettions en prison. Donc à ce moment-là, nous avons donc trouvé le coupable et nous pouvons comme lui infliger le châtiment correspondant donc à sa faute. Et donc de la même manière, lorsque nous voyons toutes les erreurs dont l'ignorance est coupable, à ce moment-là, donc nous pouvons petit à petit développer son antidote qui est la sagesse. Donc, en fait, nous devons agir comme un juge qui doit statuer au tribunal et dont les deux parties adverses seraient donc un tribunal où les deux parties adverses seraient donc la sagesse et l'ignorance, et c'est donc à nous de trancher qui a raison et qui a tort. Et à ce moment-là, donc aujourd'hui, et donc aujourd'hui, nous avons comme amené la sagesse et l'ignorance au palais de justice pour être jugés. Donc, de manière générale, nous ne jugeons pas du tout l'ignorance, et donc sous son emprise, nous nous engageons dans toutes sortes d'activités. Et en dépendance donc de la confiance que nous faisons donc à la manière dont l'ignorance appréhende donc tous les phénomènes qui nous entourent et donc les objets de notre quotidien. Donc en dépendance de cela, nous éprouvons toutes sortes de difficultés, de problèmes, de souffrances, etc. Et donc si nous faisons toutes ces expériences difficiles, c'est en fait donc parce que nous n'avons pas conduit l'ignorance au tribunal, donc nous n'avons pas essayé donc de juger l'ignorance. Là.
Et donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés à prononcer la sentence pour savoir donc qui de l'ignorance et de la sagesse a gagné et qui a perdu. Et donc, il y a encore une certaine procédure qui doit suivre pour que nous arrivions à trancher et à désigner le coupable. Et donc, ce jeu tel qu'il est saisi par l'ignorance, c'est-à-dire ce jeu existant parmi les agrégats, existant dans les agrégats, ce jeu autonome que nous pensons donc pouvoir trouver, en fait, donc, ce jeu n'existe pas, ce jeu n'est qu'une dénomination, n'est qu'une imputation sur la base d'imputation, une imputation donc effectuée en dépendance donc des 5 agrégats, et donc ce jeu objet de l'ignorance donc n'existe pas. Yes. Yes. Et il y a, enfin, il est arrivé donc que Karimbotier donne un enseignement sur la vacuité lors d'une conférence qu'il avait donnée donc à la porte de Choisy. Et à ce moment-là, quelqu'un dans l'audience a dit donc au moment des questions, mais donc si l'on affirme ce genre de théorie, ce genre de thèse, est-ce que tous les gens ne risquent pas de devenir fous? Temare, nyumba chigi mare temare. Chigi mare bes, chigi res yoro dana. Les. Tata il l'entend ce chiwa. Là j'ai les. Tata ben chigi mare bes, tata chiware mare. Là j'ai. Donc le dit c'était que la personne pensait en fait donc si l'on enseignait cela que en fait les gens deviendraient fous. Et donc Karimbotier vous rassure, donc vous ne deviendrez pas fou. Et donc nous sommes tous ici des juges, donc d'ici le prochain enseignement donc qui aura lieu donc mardi prochain, vu que les jours d'enseignement se sont trouvés décalés. Donc, tant pis pour l'ignorance si elle se met en colère, mais pour ce soir, donc Karimbotier va nous parler de la sagesse.
다 혈액이 시나 혈액이 시던 제기나 다른 저기 나 생이데 다시 품불을 깨네 봐지나 생리가 나 삼바상 카나야 나신 제가 삼아도 지금 나디 가반도 다이기 시네야 세기나 소니네 요마레 니야요 다이기 시네 가반도 세기나 나이 긴치다 다이기 시네야 다이기 초바이네다 다이기 차셰 리와이네다 다이기를 품불나 요하와 이코나 초바이네다 차셰 야리이네다 가냐 나이 긴치 니야요 아는 나스네디 가르치는 그런 나스를 잡아서 카나야 나시 잡아서 이마스 그나 줘야게 나티도 르사야게 나티 마한주기 사야게 나티다 마한주기 르제야게 나티도 카나 줘야게 나티 사는 세미야네 니지레스 Quand Shirab Sayatati, Hakoyate. 히라기잖아. 히라기스는 가르치기 어렸으니 히라기 도스라기 어렸어. Allez, Shirab qui est assez dans. Déjà quand c'est Govido, mais c'est vous comment ça. Et donc, c'est que la sagesse énonce donc pour sa défense, c'est que donc pour expliquer donc son point de vue, c'est que le jeu que nous recherchons, donc ce jeu que nous recherchons, en fait, nous ne pouvons le trouver nulle part, ni dans aucun des 5 agrégats pris séparément, ni dans l'ensemble ou dans l'association des 5 agrégats. Et donc, lorsque nous recherchons ce jeu, il n'y a rien donc que l'on puisse trouver ou désigner comme étant ce jeu. Et donc, la seule chose donc nous ne pouvons pas trouver ce jeu parce qu'en réalité, donc ce jeu n'est rien d'autre que la dénomination, la désignation donc par le nom et l'appréhension donc par le concept donc du jeu. Et donc en dehors de cette conception mentale de jeu et de la désignation donc de jeu, en dehors de cela, il n'y a rien donc que nous puissions trouver comme étant ce jeu, comme supportant donc l'existence de ce jeu. Parmi les diverses écoles philosophiques bouddhistes, il y a donc les écoles philosophiques du petit véhicule et les écoles philosophiques du grand véhicule. Parmi les écoles philosophiques du grand véhicule, il y a donc notamment donc deux grandes divisions. Donc il y a les Vijñanavadins, qu'on appelle également donc les Chittamatra, littéralement donc ceux qui sont appelés littéralement comme l'école de l'esprit seul. Et donc il y a l'école donc Madhyamika, l'école donc littéralement donc de la voie du milieu. Et donc ces deux écoles, donc les Vijñanavadins et les Madhyamika, sont des écoles donc du grand véhicule. Et toutefois donc les tenants de l'école Vijñanavadine considèrent que
il est possible de trouver le je, qu'il y a quelque chose que l'on peut désigner comme étant ce je, et qu'en fait le je est la conscience mentale. Mais à cela, à ce propos, les Madhyamika, et donc selon donc la pensée du maître Nagarjuna, les Madhyamika affirment que le point de vue des Vijñanavadins n'est pas le point de vue le plus profond, n'est pas donc la pensée qui va donc le plus loin pour ce qui est donc de l'affirmation de l'existence du je, car pour les Madhyamika, donc ce je ne peut pas être trouvé, et donc ils considèrent que le point de vue des Vijñanavadins, qui considèrent la conscience mentale comme étant le je, n'est pas le point de vue ultime, n'est pas donc la vision la plus profonde. Parmi les écoles philosophiques du petit véhicule, il y a donc deux principales écoles qui sont donc l'école des Vaivashika et l'école des Sautrantika. Et donc, parmi ces écoles donc du petit véhicule, il y a diverses affirmations concernant il y a donc diverses affirmations sur ce qui constitue donc le je, et donc certains, disons, parmi ces diverses écoles, on rencontre plusieurs sortes d'affirmations sur ce qui constitue le je. Les uns considèrent que le je est, donc comme nous l'avons vu par exemple pour les Vijñanavadins, que le je donc est la conscience mentale. D'autres considèrent que le je est l'association des 5 agrégats. D'autres encore considèrent que le je est la continuité des 5 agrégats, etc. Et donc il y a ainsi donc diverses affirmations sur ce que les tenants de ces écoles considèrent donc comme étant le je, et donc un je qu'on peut désigner, qu'on peut trouver. kunzu sheya di mende ya duje ko ta ji chunzu di ndigi mendo sebe ne ndigi maro mai be duje mete be duje ta ya ma chi mu ta e chama son sha yo de tu ta de tu ga na lu jo chen na an chu gi ta mu lu du to ta ga to ta tu de mu ji je bu yo et donc le maître Nagarjuna a réfuté les points de vue de ces écoles, donc Vaivashika et Sautrantika, donc et également donc de toutes les écoles qui considèrent que ce je peut être trouvé, donc également les affirmations donc des Vijñanavadins. Mais donc il ne suffit pas de dire donc Nagarjuna donc a réfuté les points de vue de ces écoles pour donc s'appuyer sur les vues donc affirmées par Nagarjuna, mais donc Nagarjuna a réfuté le point de vue de ces écoles inférieures en s'appuyant sur des raisonnements extrêmement approfondis et tout à fait correctement établis. Et donc, évidemment, nous ne pouvons pas ici rentrer dans le détail de tous ces raisonnements
qui permettent donc de réfuter les points de vue de toutes ces écoles inférieures, car donc cela prendrait extrêmement longtemps, et c'est notamment le but des longues études de logique et de philosophie que font donc les Tibétains en général, donc dans les écoles dans les collèges de philosophie. Et donc pour nous, il est important donc de savoir que donc Nagarjuna a réfuté toutes ces vues des écoles inférieures à l'aide, donc pas simplement arbitrairement, mais à l'aide donc de raisonnement logique, d'analyse, donc parfaitement fondé et parfaitement correct, et qu'il a ainsi donc démontré que les points de vue de ces écoles philosophiques inférieures n'étaient pas la pensée profonde du Bouddha. Lorsqu'on parle de vacuité, donc ce que nous traduisons en français donc par vacuité, en tibétain se dit Tongpa Ni. Donc Tongpa signifie vide, donc même dans le langage courant, donc Tongpa signifie vide, et Ni ici a le sens de seulement ou donc exclusivement. Ce qui veut dire donc en fait que il n'y a rien qui existe en dehors du vide, ou en d'autres termes, donc comme rien n'existe. Mais ce qui est signifié donc par cela, en disant que comme il n'y a rien d'autre que cette vacuité, donc ce rien, cela veut dire en fait que aucun phénomène, quel qu'il soit, n'existe d'une manière qui serait conforme à la façon dont il nous apparaît. Donc, qu'il apparaisse à nos sens, ou qu'il apparaisse donc à notre, qu'ils apparaissent à nos sens, ou qu'ils apparaissent donc à notre conscience mentale. Donc, tous ces phénomènes, en fait, sont vides d'une manière, ils sont littéralement, donc comme on dirait en tibétain, vides de la manière dont ils apparaissent, ce qui veut dire donc vide ou dépourvu donc d'un mode d'existence qui serait conforme à la manière dont ils apparaissent à nos sens ou à notre conscience. Donc, lorsque l'on parle de vide, cela donc suppose la négation de quelque chose. Donc comme Tianlin Böttier a pris l'exemple donc du tilpu, de la cloche. Donc
la cloche se trouve à un certain endroit, et si nous la déplaçons, à ce moment-là, il y a le vide de la cloche à l'endroit donné, et donc le vide est nécessairement le vide de quelque chose, l'absence donc de quelque chose. Et ici, donc ce vide qu'est la vacuité, c'est donc l'absence d'existence conforme, d'une existence donc qui serait telle que les phénomènes apparaissent à nos perceptions sensorielles ou mentales. Mais donc, lorsque Madame Sagesse énonce ses propos, Monsieur Ignorance, parce que Rinpoche l'a appelé Monsieur, alors je vais continuer au masculin, Monsieur Ignorance proteste avec véhémence en disant que ce n'est absolument, on ne peut pas dire que tout ce qui apparaît à ma vue, ce qui apparaît à ce que j'entends avec mes oreilles, ce que je vois avec mes yeux, etc. Comment pouvez-vous dire que cela n'existe pas? C'est comme si vous niez l'évidence. Mais en plus, Monsieur Ignorance n'est pas tout seul. Il a des, comment pourrait-on dire, des acolytes, et donc une escorte, et ces acolytes en fait sont les tenants des écoles bouddhistes inférieures, donc telles que l'école des Vaivashika, des Sautrantika et des Vijnanavadin. Ponsoa singidam chiyena, me ponsoa singidam chiyena, ya ko ponsoa ri sa zengire was. Me tondi ya ponsoa diendo sa yoba tongere was. Tongere yoba ina ponsoa ti ta ana kabandos ta yene kuna daing mena yene. Soba kuna ponsoa jagi imba, dagi riri ya riri na ponsoa jagi imba, ana ponsoa ti nolo de baji togu nolo na zide doe kabandos ta. Mais alors, Madame, Madame Sagesse va rétorquer que, donc, si vous pensez, va donc rétorquer à Monsieur Ignorance, si vous pensez que les phénomènes existent tels qu'ils vous apparaissent, et si soudain vous voyez une certaine personne donc qui s'appelle François par exemple, et que donc cette personne vous apparaît donc d'une certaine façon, et puisqu'elle vous apparaît, vous pensez donc qu'elle doit pouvoir être trouvée. Mais alors, où donc pouvez-vous la trouver? Est-ce que vous allez la trouver dans son corps? Est-ce que vous allez la trouver dans son esprit? Est-ce que vous allez la trouver dans l'une de ces parties de son corps? Et donc, dites-moi, où pouvez-vous bien la trouver?
Dashi non pumula sena dirigema les je vais tout vous dire d'ici peu. Et donc, Madame Sagesse va continuer de plus belle en disant, et donc, si vous considérez que la personne existe quelque part dans la base, dans les agrégats qui constituent la base de dénomination, prenez donc l'exemple du président de la République et prenez plus précisément l'exemple de M. Mitterrand. Et donc, dans la base de désignation qu'est M. Mitterrand, qui est président, pardon, dans la base de désignation du président de la République, où est donc le président de la République et qu'est-ce que vous allez considérer dans cette base de dénomination comme étant le président de la République? Lequel des 5 agrégats allez-vous prendre pour dire qu'il est le président de la République? Prendrez-vous un agrégat séparément ou l'ensemble des agrégats? Où allez-vous trouver le président de la République du côté de la base de désignation? Et donc, si vous considérez les agrégats de M. Mitterrand comme étant le président de la République, les agrégats de M. Mitterrand existaient bien avant 1981, mais à ce moment-là, M. Mitterrand n'était pas appelé, et donc, avant 1981, avant donc M. Mitterrand soit président de la République, les agrégats de M. Mitterrand existaient, mais ils n'étaient pas les agrégats du président de la République. Alors, où pouvez-vous trouver le président de la République dans les agrégats de M. Mitterrand? Maintenant, président de la République Mitterrand, qui est déjà en deux. Tu dis président de Sabato, Monsieur Mitterrand. Ah, Mitterrand qui était le président du Lagé. Mitterrand qui était le président de Sabato. Lagé. Oh, tu dis Sabato à démarrer. Tanda président de Sénégal. Lagé. Sarbat Dougan, président. C'est Sarbat Dou. C'est ça. Tandé, président de Doua. Lagé. Tandé n'a que du président de Doua. Lagé. Tout le monde tout du cas du Doua. Allez. C'est donc que j'ai choisi le tour de verre. Dis moi le tour de verre. Tandé président de Yanda. Laisse. Mais donc, au soir des élections je ne sais pas exactement le mois, la date précise à laquelle M. Mitterrand a été élu président de la République.
Pardon? Le 10 mai? Merci, j'ai oublié. Oui, mais bon. Et donc, au soir du 10 mai 1981, lorsque on a constaté les résultats des élections, donc on a décrété à ce moment-là, on a dit donc que M. Mitterrand était le président de la République. Mais est-ce que ce président de la République était quelqu'un qui n'existait pas avant? Est-ce que c'est quelqu'un qui existe tout d'un coup à partir du moment où donc on constate le résultat des élections? Donc à partir de quel moment ce président de la République commence-t-il à exister? Et donc à partir du moment où le résultat des élections a été connu, donc M. Mitterrand lui-même s'est considéré comme étant le président et il a pu se dire donc je suis le président de la France. Mais est-ce que président Nkenteng non la et donc lorsque M. Mitterrand a pu se dire donc à ce moment-là je suis le président de la France, est-ce que ce je existait avant que M. Mitterrand soit président de la France? Et donc si le président existait existait du côté donc de la base de désignation, du côté de donc des 5 agrégats, à partir donc si je vais y arriver, si le président existait du côté donc des 5 agrégats, qu'y a-t-il de plus sur ces 5 agrégats à partir du moment où M. Mitterrand devient président? Est-ce que le fait d'être président, c'est quelque chose qui vient en plus sur les 5 agrégats? Est-ce que c'est comme quelque chose qui, du côté des agrégats, serait échangé entre Giscard d'Estaing et François Mitterrand? Madame, je le dis tous, c'est on dit, mais tu vas passer dans les mita, tout chiqué. Coupa, monsieur, rentrant, qui n'est pas passé dans les samba. Fallait si me manquer, coupa, dans les samba chiqué. Quand tu m'as tout chiqué, d'ailleurs, il n'y a qu'à qui est très Et donc, Madame Sagesse d'affirmer que donc il n'y a rien d'affirmer donc à l'encontre de Monsieur Ignorance, et donc il n'y a rien du côté des agrégats du président de la République que vous puissiez désigner comme étant donc le président de la République, car le président de la République n'est qu'une désignation du nom et du concept sur la base des 5 agrégats, mais il n'y a rien du côté de ces 5 agrégats, dans ces 5 agrégats, que vous puissiez trouver comme étant le président de la République.
Je ne sais pas, président, c'est 1100. Le président, c'est 100%. Miguel Mazidon, c'est le Jabatan, Manto, Daji, Mouine, président, et par conséquent, le président de la République n'est qu'une une imputation conceptuelle faite par l'esprit et le nom, donc conceptuelle et nominale, faite sur la base de désignation. Mais donc du côté de cette base de désignation, il n'y a rien que l'on puisse trouver comme étant donc le président de la République dans l'exemple précis, ou quel que soit donc le phénomène pris en exemple. Et donc, il en va de même de par exemple, tous les membres du gouvernement, des ministres, des députés, etc., de tous les secrétaires d'État et divers fonctionnaires, donc divers hauts fonctionnaires, du côté donc de leur base de désignation, il n'y a rien que l'on puisse trouver comme étant le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'Intérieur, etc. Et donc monsieur le ministre des Finances ou monsieur le ministre de l'économie n'existe que dans l'imputation du nom et du concept. Et donc si Kian Rinpoche prend son propre exemple, donc lorsqu'il pense donc à je, donc lui, je, donc parfois il pense Kian Rinpoche, parfois il pense donc Longchen Namgyel, et donc s'il pense donc Kian Rinpoche, c'est la façon dont le nom avec lequel il se conçoit, c'est également le nom avec lequel nous le concevons, nous le désignons. Et donc, lorsque lui pense Kian Rinpoche et se désigne donc comme Kian Rinpoche, ou lorsque nous pensons ou désignons donc Kian Rinpoche, en fait, nous ne pouvons trouver Kian Rinpoche que dans le concept que nous en avons et dans le nom que nous lui imputons. Et donc, dans cette imputation, cette désignation du nom et de l'esprit, et en dehors de cela, du côté de la base de désignation, il n'y a rien que nous puissions trouver, rien dans aucun des 5 agrégats de Kian Rinpoche que nous puissions trouver comme étant Kian Rinpoche. Donc, Kian Rinpoche a donc le nom de Longchen Namgyel, également donc. En fait, ce nom lui a été donné à l'âge de 20 ans, et lorsque, à l'âge de 20 ans, on l'a appelé, donc à partir de l'âge de 20 ans,
on l'a appelé Longé Namgyel. En fait, à partir du moment où il s'est appelé ainsi, il n'y a du côté de la base de désignation, du côté des 5 agrégats, rien qui a changé. Donc entre la personne qu'il était à l'âge de 19 ans et celui qui à l'âge de 20 ans a commencé à être appelé Longé Namgyel, du côté de la base d'imputation, il n'y a rien qui a été ajouté en particulier, mais la seule chose qui a été ajoutée, la seule chose qui a changé, c'est le nom qui a été imputé à cette base de désignation. Et ceci donc nous démontre que ce je ne peut pas être trouvé donc du côté de la base de désignation et que donc l'individu n'est que cette imputation du nom et du concept. Yes. Yes. Donc, dans la philosophie bouddhiste, il y a deux éléments, enfin deux concepts, deux éléments. Donc, il est très important de comprendre. C'est donc ce que nous appelons ici donc la base de désignation ou la base de dénomination, d'une part, donc, et d'autre part, donc, la dénomination ou la désignation elle-même. Donc, pour reprendre l'exemple donc, de Khyalen Rinpoché, donc, les 5 agrégats de Khyalen Rinpoché constituent sa base de désignation, sa base de dénomination, et
Khyalme Rinpoche est la désignation, la dénomination qui est attribuée donc à cette base de dénomination. Et donc, par exemple, nous attribuons la dénomination, la désignation de Khyalme Rinpoche sur la base donc de l'agrégat du corps, donc en voyant le corps de Khyalme Rinpoche, donc nous disons voici donc Khyalme Rinpoche. Mais cet agrégat du corps, cet agrégat de la forme, à son tour est lui-même une dénomination. Et en tant que dénomination, il a une base de dénomination. Et qu'est-ce qui va constituer la base de dénomination du corps? C'est l'ensemble des parties qui constituent donc ce que nous appelons le corps, donc habituellement. Et donc, lorsque nous voyons la réunion donc des 4 membres du tronc, de la tête, etc., nous disons donc voici le corps. Et mais en fait, donc le corps n'existe qu'en tant que dénomination ou imputation donc du nom et du concept sur la base donc des parties qui le constituent, sur sa base de dénomination qui réside donc dans les parties qui le constituent. Mais on peut à nouveau donc prendre une partie du corps, si par exemple nous prenons la tête, et donc la tête elle-même, bon, est également donc une base de désignation. Pardon, je commence à m'embrouiller. La tête elle-même est une dénomination qui est faite sur une base de désignation. Et donc, qu'est-ce qui constitue la base de désignation de la tête? C'est toutes les parties donc qui la constituent. C'est donc le menton, les yeux, le nez, les oreilles, le crâne, etc. Et donc, en dépendance de l'assemblage d'une certaine manière donc de toutes ces parties, donc et de la réunion de toutes ces parties d'une certaine manière, lorsque nous voyons donc cet assemblage de toutes ces parties, nous disons donc que ceci est la tête. Mais en fait, donc la tête, nous ne pouvons la trouver nulle part dans aucune de ces parties qui constituent la base de désignation, parce que la tête, en fait, n'est qu'une imputation du nom et du concept sur sa base de désignation. Je crois que j'ai oublié quelque chose, mais je ne sais plus quoi. 다추 얘는 라로 뛰베 다지 대 라마이키치 내 안에 미타 잡아 샤다리